Bonjour à tous, merci d'être venus à cette session. Du coup, je vais vous présenter une petite histoire. C'est l'histoire de la naissance d'un projet open source qui s'appelle Trafic. Et ce projet, en l'occurrence, c'est un reverse proxy. Je vais rentrer un peu dans les détails dans les slides suivants. Donc, je vais commencer par me présenter. Du coup, je suis Émile Vosges, je suis un développeur à la base. Je me suis orienté vers le monde du DevOps depuis quelques années. Du coup, forcément, je m'intéresse à Docker, je m'intéresse au langage Go et à tout ce qui tourne autour de Linux. J'ai travaillé dans des grosses entreprises style Thales, Airbus, et dans des startups style Lyra et plus récemment Zenica. Et du coup, je suis le créateur et le mainteneur de Trafic, qui est un reverse proxy. Alors la grande question, c'est pourquoi créer un nouveau reverse proxy? Il y en a déjà depuis très longtemps. HAProxy, par exemple, ça fait, le code a quasiment, ça a commencé il y a 20 ans. Nginx, c'est pareil, c'est un vieux projet. Il marche très bien, ils sont super performants, ils sont super utilisés. Bref, c'est génial. Il y a un problème, c'est les microservices, et je vais devoir vous parler un petit peu plus de ces nouvelles architectures et pourquoi ça pose un problème avec les reverse proxy traditionnels comme HAProxy et Nginx. Donc je ne vais pas vous refaire le topo de qu'est-ce que c'est que les microservices. Je pense que vous êtes déjà un petit peu au courant. Très rapidement, l'idée c'est de splitter nos anciennes applications monolithiques en plein de micro-applications, de microservices, et ces microservices vont communiquer les uns avec les autres, souvent en utilisant des API REST, souvent, c'est pas une obligation, mais c'est le plus répandu. Les avantages de ça, c'est que on cherche à coupler faiblement les services entre eux. Donc on va être capable de mettre à jour une sous-partie de l'application sans devoir relivrer toute l'application et avoir un downtime important. Donc c'est vraiment pour être plus agile qu'on est arrivé à ce type d'architecture. Alors, super, ça paraît bien comme ça sur le papier, mais mine de rien, entre gérer 10 applications et gérer 200 applications en production, c'est pas vraiment la même chose. Dans le premier cas, on peut encore faire pas mal de choses manuellement, c'est pas forcément dramatique. Dans le second cas, c'est complètement exclu. Donc on va être obligé d'utiliser pas mal d'outillages, et c'est des outillages qui sont assez récents, pas forcément ultra matures encore aujourd'hui, mais bon, on y arrive. Donc le premier gros outil, c'est de faire des conteneurs logiciels. Bon, vous avez tous entendu parler de Docker. Il y a d'autres solutions, style RKT, qui est fait par CoreOS, par exemple. Et il y a des solutions qui sont bien plus anciennes, style LXC, les jails, etc. Il y a plein de solutions différentes de conteneurisation des applications. Bon, il s'avère que Docker, quand même, a simplifié grandement le process, et c'est ce qui a permis de démocratiser les conteneurs. Mais ceci dit, voilà, Google, ça fait 10 ans qu'ils font des conteneurs, c'est ce qui leur a permis de scaler leur infrastructure, et c'est ce qui leur permet de déployer 2 milliards de conteneurs par semaine, quoi. Alors, en plus des conteneurs, on va souvent avoir besoin d'un outil qui va nous permettre de gérer l'ensemble de ces applications au runtime, en production, et on va utiliser un orchestrateur. Alors là, c'est clairement pas encore un marché mature. Ça l'est plus qu'il y a un an où c'était vraiment pas du tout mature, mais on ne sait pas encore qui va gagner. Premier orchestrateur, il y a Swarm, et la preuve que c'est pas encore mature, c'est que même Docker a encore changé son fusil d'épaule il y a 6 mois en créant le Swarm mode, donc en intégrant l'orchestrateur au sein même du Docker Engine. Donc c'était un gros changement, mais donc c'est
l'orchestrateur de Docker. L'un des intérêts, l'intérêt principal de cet orchestrateur, c'est qu'il expose la même API que le daemon Docker. Donc, si vous savez comment fonctionne l'API du daemon Docker, si vous connaissez Docker, en gros, vous connaîtrez Swarm parce que ça ne change pas énormément. Un autre orchestrateur du marché qui est très important, c'est Mesos, qui a été créé par Mesosphere. Alors Mesos, ça fait un moment qu'il est sur le... C'est un des plus anciens, mine de rien. Ça fait un moment qu'il est sur le marché. Twitter l'utilise en prod, Airbnb l'utilise en prod, eBay, bref, des petites sociétés qui ont des petits problèmes. Donc c'est quelque chose qui est assez... c'est un produit qui est vraiment solide. Donc il permet de déployer des conteneurs, mais pas uniquement. Il permet aussi de déployer d'autres types de technologies par l'intermédiaire de plugins ou de frameworks, ça s'appelle des frameworks. Donc vous pouvez très bien, sur un même cluster de machines, déployer un cluster Elasticsearch et déployer des conteneurs Docker applicatifs classiques. Donc les ressources matérielles vont être mutualisées au sein d'un même cluster pour différentes technologies. Donc ça, c'est assez intéressant. Et c'est le seul qui fait ça, enfin c'est le seul orchestrateur qui fait ça. Un autre orchestrateur qui commence à sérieusement sortir du lot, c'est Kubernetes, qui a été créé par Google. Donc, Google, initialement, ils ont créé un orchestrateur en interne qui s'appelait Borg, qui a pas mal d'années déjà. Après beaucoup d'itérations, etc., enfin, beaucoup de maturation, ils ont décidé d'en sortir un open source qui s'appelle Kubernetes et qui profite de toutes ces années de maturation d'orchestration chez Google. Donc, ce qui démarque Kubernetes des autres, c'est que déjà c'est pur conteneur, donc c'est vraiment orienté conteneur, et il y a pas mal de concepts qui n'existent pas dans les autres orchestrateurs. Donc je ne vais pas aborder tous ces concepts aujourd'hui parce que ça mériterait au moins un talk, voire plusieurs, mais c'est ça qui différencie Kubernetes des autres orchestrateurs, et c'est clairement l'orchestrateur qui a le plus de momentum en ce moment. Le plus de stars sur GitHub, le plus de contributeurs, enfin bref, voilà, ça va. Le développement de cet orchestrateur va très très vite en ce moment. Ça en est même difficile à suivre. Un autre orchestrateur qui est sympathique, c'est Rancher. Donc le truc qui est sympa avec cet orchestrateur, c'est que il est quand même plus simple d'accès, on va dire, que les autres, ne serait-ce que parce qu'il propose une interface graphique qui est quand même, qui permet de bien comprendre ce qui se passe. Et il a également, on peut aussi diriger cet orchestrateur par l'intermédiaire d'une command line, d'une CLI comme les autres orchestrateurs, mais l'interface graphique permet de simplifier un petit peu l'approche pour les gens qui ne sont pas habitués. Donc ça, c'est assez intéressant. Bon, ça fait pas mal d'outillage tout ça, déjà. Et c'est pas forcément facile de choisir son orchestrateur aujourd'hui, même si clairement, si vous voulez déployer des conteneurs aujourd'hui, Kubernetes, c'est quand même probablement le chemin à suivre, selon moi. En plus de ce type d'outillage, vous allez sûrement avoir besoin d'un service discovery. Pourquoi donc quand vous déployez vos 200 microservices en production, ils ne vont pas tous avoir la même adresse IP, ils ne vont pas tous exposer le même port, et ils vont avoir besoin de communiquer les uns avec les autres. Et du coup, un service discovery, c'est très pratique parce que c'est une sorte d'annuaire pour toutes ces applications. Et donc, quand une application va avoir besoin de parler à une autre application, elle va s'adresser à l'annuaire. Où est cette application? Et l'annuaire va lui répondre: elle a telle adresse IP sur tel port, tu peux lui parler à cette adresse-là. Donc, ça, c'est très pratique. C'est très souvent obligatoire quand on met en place ce genre d'architecture. Donc il y a deux gros leaders du marché actuel, c'est Consul qui est fait par HashiCorp et ETCD. Donc c'est des programmes écrits en Go également. Il y en a d'autres, hein. Il y a Zookeeper par exemple qui est un peu plus ancien, où il y a Eureka de la stack Netflix pour ceux qui connaissent. Bon, voilà. En gros, quand même, les plus utilisés, c'est ETCD et Consul. ETCD fait partie, par exemple, de Kubernetes. Enfin, c'est le service discovery de Kubernetes, quoi. Très bien. Alors,
on a mis en place toute notre architecture, on a créé nos images Docker, on a choisi un orchestrateur, tant bien que mal, on a utilisé un service discovery, et là, on veut juste exposer nos applications, ou certaines de nos applications, à l'extérieur. Et on veut gérer le trafic entrant vers notre cluster, vers notre infrastructure. Et donc, on va utiliser ce qu'on appelle un reverse proxy. C'est ce qu'on fait depuis très longtemps. Donc, très simple. Le petit schéma de ce que je viens de dire. Donc, vous avez votre orchestrateur, vos microservices à droite qui sont gérés par votre orchestrateur. Vous mettez un reverse proxy au milieu et vous pouvez attaquer votre infra depuis Internet ou depuis un autre réseau, peu importe. Par exemple, en utilisant des noms de domaine comme api.domaine.com ou des passes spécifiques comme domaine.com/web. Et ces noms de domaine ou ces passes vont vous router vers la bonne application. Bon, c'est super simple. Et si on veut faire ça avec un reverse proxy traditionnel, comme HAProxy ou Nginx, ces deux reverse proxy, ils se configurent grâce à un fichier de configuration. Et le gros problème, c'est que au moment où ils ont été créés, ces reverse proxy, les infrastructures étaient statiques. Okay, on déployait des applications sur 3, 4, 10 serveurs et ça ne changeait pas avant 6 mois. Donc on n'était pas obligé de changer la configuration toutes les 5 minutes du reverse proxy. Mais aujourd'hui, avec notre orchestrateur, avec nos 200, nos 2000 applications, nos déploiements à chaud, nos changements de version continuels, si ça se trouve, on va peut-être arriver à avoir plusieurs mises en prod par jour, c'est pas du tout exclu, voire par heure, voire par minute, on n'en sait rien. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut changer la configuration du reverse proxy autant de fois. Et ça devient compliqué. Donc, si on veut utiliser un reverse proxy traditionnel, il faut avoir un programme en plus qui génère un fichier de configuration à chaque fois pour le reverse proxy et qui redémarre le reverse proxy avec cette nouvelle configuration. Bon, ça devient compliqué, ça devient une usine à gaz, ça pose des tas de problèmes, notamment de downtime, de perte de connexion à chaque rechargement qui n'est pas vraiment forcément à chaud. Et du coup, je me suis dit à ce moment-là que ça serait peut-être bien de créer un reverse proxy dont on puisse changer la configuration à chaud sans devoir redémarrer le process. Donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire ce reverse proxy trafic. Et l'idée, elle est toute simple, hein, c'est que déjà, c'est un programme qui expose une API, donc on peut créer des nouvelles routes à chaud juste en envoyant en REST, en envoyant du REST, enfin du JSON à ce reverse proxy. Mais il est aussi capable d'écouter l'API des orchestrateurs. Donc, Trafic va se brancher directement à l'API de Mesos, de Swarm, de Kubernetes, de TCD, de Consul, d'écouter ce qui se passe, et à chaque événement, style j'ai déployé une nouvelle application, boum, Trafic va créer la route automatiquement, en fonction de certains paramètres, évidemment, c'est paramétrable, mais en gros, on peut déployer autant d'applications qu'on veut, on n'a rien à faire, Trafic va gérer les routes automatiquement. Alors, quelques features en plus, quelques explications. Donc, c'est écrit en Go. Donc, je vous ai dit que j'aimais bien Go. J'ai choisi de le faire en Go pour pas mal de raisons. Donc, c'est un langage qui est à la mode, mais c'est pas juste une mode qui est là pour faire joli. C'est un langage qui est à la mode dans tous les programmes qui touchent à l'infrastructure. Donc, Kubernetes est écrit en Go, Docker est écrit en Go, Consul est écrit en Go, ETCD écrit en Go, Nomad, etc. Bon, en gros, la plupart des applications récentes pour l'infrastructure sont écrites en Go. Et ça a pas mal d'avantages. C'est un langage qui est relativement simple, récent, assez bas niveau, mais quand même garbage collecté pour ceux qui veulent quelques détails techniques. Et un des points qui est super intéressant pour les softs d'infrastructure, c'est que depuis un PC, je peux compiler mon programme et générer un binaire pour Mac, pour Linux, pour toutes les architectures supportées par Go. Donc ça, c'est déjà super intéressant. Et en plus,
ces binaires, ils vont être buildés, linkés statiquement. Donc ça veut dire que je vais avoir toutes mes dépendances dans un seul binaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux déployer une application Go quelque part, je crée mon binaire, je l'envoie et j'aurai besoin d'aucune autre dépendance. J'ai rien besoin d'installer d'autre. Donc ça, c'est quand même super pratique. Et c'est vraiment très, très, très intéressant quand on veut conteneuriser nos applications, parce qu'on va pouvoir créer une image avec juste le binaire dedans et sans aucune autre dépendance. Donc on va créer une image from scratch, pour ceux qui connaissent Docker, copier notre binaire dedans, et ça sera tout. Donc ça permet par exemple à l'image officielle de trafic de faire 7 mégas. Voilà. Donc c'est quand même à peu près imbattable. Alors, quelques autres features. Donc, je vous ai dit que Trafic pouvait se connecter à pas mal de types d'API. Donc, Docker, Swarm, c'est la même API, donc ça fonctionne. Kubernetes, Mesos, Marathon, Consul, etcd, Zookeeper. Donc, il supporte le hot reloading, donc sans perte de connexion. Donc, ça, c'était le point le plus important. Il fait du load balancing, si on le souhaite, entre les différents back-ends. Donc il y a plusieurs stratégies de load balancing. Il y a du weighted round robin, c'est classique. Donc on met des poids à ces connexions et en fonction des poids, ça envoie plus ou moins de requêtes à tel ou tel serveur. Il y a du dynamic round robin aussi qui est assez intéressant, qui en fait adapte les poids dynamiquement en fonction du nombre d'erreurs réseau qu'il va trouver pour tel ou tel serveur. Donc ça c'est assez sympa. Un autre truc qui est assez sympa dans le monde des microservices, c'est les circuit breakers. Et ça a été introduit par Netflix dans la stack OSS. Donc les circuit breakers, c'est très simple. À partir du moment où on a un serveur qui se porte mal et du coup qui répond pas correctement aux requêtes qu'on lui envoie ou qui répond trop lentement, plutôt que de laisser s'empiler les connexions derrière ce serveur et au final risquer de le tuer, le reverse proxy va préférer, quand un serveur va mal, répondre tout de suite au client non, ça ne fonctionne pas, ce serveur ne fonctionne pas, donc je te réponds tout de suite, j'ai même pas été voir parce que je sais qu'il ne fonctionne pas, donc voilà. Donc ça permet de ne pas envoyer des milliers de requêtes à un serveur qui est déjà mal en point pour vraiment le tuer. Donc ça c'est assez intéressant, c'est un coupe-circuit. Et donc au bout d'un moment, Trafic va repinguer le serveur qui était mal en point pour voir s'il s'est remis de ses émotions et réouvrir le trafic normalement si tout va bien. Il fait du replay aussi, donc ça veut dire que si vous envoyez une requête à un premier serveur et que cette requête il y a une erreur réseau, par exemple, il va renvoyer la requête sur un autre serveur. Voilà, donc ça peut être assez intéressant pour être sûr de ne pas perdre de requêtes. Il est compliant HTTP2, donc ça c'est assez pratique au niveau performance déjà. Je ne suis pas sûr que je l'ai mis, mais il supporte aussi les WebSockets nativement. Donc voilà, il a pas mal de features assez intéressantes et il est utilisable d'office. C'est l'heure de la démo. Alors, hop. Je vais déjà vous montrer très simplement, je vais connecter Trafic à mon démon Docker qui tourne sur ma machine et je vais déployer des conteneurs et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, Trafic qui se configure avec un fichier Toml par exemple, mais il y a d'autres moyens de le configurer. Et donc, bon, c'est un fichier avec plein de commentaires, hein, donc faites pas gaffe à ce qui est commenté, mais là, j'active juste la connexion à Docker en décommentant cette ligne-là. Hop, et je vais démarrer Trafic. Donc bon, ça affiche quelques logs, hein, rien d'incroyable. Et donc ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, si je fais un Docker PS, vous voyez que j'ai aucun conteneur démarré. Donc je vais démarrer un conteneur. Voilà. Est-ce que vous voyez déjà correctement ou j'agrandis un petit peu peut-être? Alors, je vais démarrer ce conteneur. Alors ce conteneur, c'est Emile Vauge /Wami, donc c'est
une application en Go vraiment toute bête, c'est un serveur web qui va répondre, qui va renvoyer son adresse IP. OK, tout simplement. Et quelques informations supplémentaires, vous allez voir. Donc je vais déployer ce serveur web et je vais en plus utiliser ce qu'on appelle des labels avec Docker, des labels un peu particuliers que Traefik va comprendre. Okay, donc traffic.frontend.rule égale host.test.localhost, etc. etc. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, comme j'utilise des labels un peu particuliers, Traefik qui écoute l'API Docker va voir que j'ai déployé un nouveau conteneur avec des labels un peu particuliers, et va configurer correctement une route. Donc là, en gros, je lui dis, si j'attaque Traefik avec le nom de domaine test.localhost, tu me renvoies vers ce conteneur. C'est tout simple. Donc je démarre le conteneur et je vais aller voir ce qui se passe. Alors, ouais. Hop. Donc, Traefik expose une petite web UI aussi pour permettre de comprendre ce qui se passe. Donc là, on voit qu'il a bien repéré le conteneur que je viens de démarrer. Et si j'attaque... Donc Traefik écoute sur le port 8001, donc je l'ai configuré comme ça. Ah, très drôle. Voilà. Si j'attaque Traefik avec le bon nom de domaine, il va me rerouter tout de suite sur le conteneur que je viens de déployer. Donc vous voyez, le conteneur Emile Vauche ou Amai, il affiche toutes les IP du conteneur et en plus tous les headers de la requête que je viens de lui faire. Donc pour vous montrer que ce n'est pas du bluff, si je vais sur test2.localhost, là j'ai un 404. OK. Donc un autre truc qui est assez sympa, c'est que, imaginons que que j'ai besoin de plus de bande passante et que mon premier conteneur a déjà pas mal de connexions. Je vais déployer plusieurs autres conteneurs. Hop. Voilà. Donc Traefik va le voir automatiquement, et vous voyez qu'il a repéré qu'il y avait 3 autres serveurs de démarrer. Et du coup, cette fois je vais le faire en ligne de commande, ça va être plus parlant. Oups. Si je curl ce nom de domaine, donc là vous voyez que j'atterris sur l'adresse IP 172.17.0.5, et si je continue, 04, 03, 02, 05, 04, 03, 02, parce qu'il fait du load balancer, du coup, entre les 4 serveurs que je viens de déployer sous Docker. Donc vous voyez, c'est ultra simple, j'ai pas eu besoin de configurer grand-chose, et ça s'est fait complètement automatiquement. OK, donc ça c'est la démo avec le démon Docker, mais c'est pas quelque chose qui va servir à grand-chose dans un cas d'usage production, donc un vrai cas d'usage, parce qu'on va utiliser un orchestrateur. Donc là, je vais vous montrer comment on va connecter Traefik à Mesos. Donc pour ça, je vais démarrer Mesos en utilisant un fichier compose, donc, et plus particulièrement avec le framework Marathon, donc qui va me permettre de déployer des conteneurs Docker sur Mesos. Hop. Alors, on va aller sur la web UI de Mesos et de Marathon. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déployer une application, et toujours la même application, oami.json, enfin /json, et pour ça, je vais devoir fournir un fichier descriptif sous format JSON à Marathon. Donc j'en ai un tout fait, donc je vais le prendre. Voilà. Donc toujours la même application, voilà, Emile Vauche /oami. Bon, je vous passe un peu les détails parce que c'est juste comment Marathon fonctionne après, mais un truc important, c'est que je vais démarrer 3 instances de cette application. Et un autre truc important et sympa, c'est que vous voyez, il y a une session health check. Donc en gros,
Marathon, il va déployer ces 3 conteneurs, et tant qu'il n'arrivera pas à faire les requêtes qui sont dans le health check, il va considérer que les conteneurs ne sont pas up ou ne sont pas en bonne santé, et du coup, ils ne seront pas disponibles dans Trafic. Donc ça, c'est assez sympa. Hop. Donc je copie ce petit fichier JSON et je crée l'application. Donc voilà, on voit qu'il est en train de déployer son application, et je vais peut-être aussi quand même démarrer Trafic. Ça, accessoirement, ça sera mieux. Donc je change juste le fichier de configuration de Trafic, je commande Docker et je décommande Marathon. Hop. Et je redémarre Trafic. Voilà. Donc là, on voit que Marathon, il a déployé ces 3 applications. Et là, si je refresh Trafic, on voit qu'il a bien, récupéré les événements du cluster Marathon, cluster Mesos, et il a bien créé une route automatique sur test.marathon.localhost. Donc pareil. Oups. Voilà. Donc là, c'est exactement la même chose que tout à l'heure, sauf que c'est avec un cluster Mesos. Donc, tout comme tout à l'heure, on peut vérifier le load balancing. Hop. Donc là, il attaque sur l'IP 172.17.03, 02, 04, 03, 02, 04, etc., etc. Donc on voit bien qu'il fait bien automatiquement le load balancing entre les 3 instances de l'application qui sont ici, qui ont été déployées dans Marathon. Donc un autre truc sympa avec Marathon, c'est qu'on peut scaler l'application. Donc là, je vais lui dire que je veux déployer je vais avoir 5 instances de cette application. Donc il va en démarrer 2 autres. Et hop, voilà. Et donc on va voir que dès qu'elles seront déployées, normalement, je vais les voir dans Trafic instantanément. Et tout de suite, je vais pouvoir aller tester le load balancing de ces applications. 3, 4, 5, 2, 6, 3, 4, 5, 2, etc. Enfin, on voit bien qu'on fait du load balancing entre les 5 instances. Voilà. Donc ça, c'est un premier exemple de ce qu'on peut faire avec un orchestrateur. Donc vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mine de rien. Ça marche un peu tout seul. Une fois qu'on a déployé Trafic, il n'y a plus rien à faire, quoi, en gros. On a juste à indiquer les bons labels qui vont nous permettre de configurer les bonnes routes pour chaque microservice. Et ça, même ça, on n'est pas forcément obligé de le faire parce qu'il y a un comportement par défaut qui va utiliser le nom de l'application dans Marathon. Donc si on veut, on peut ne pas mettre de label, quoi. OK. Donc là, je vais arrêter Mesos et je vais vous montrer comment ça fonctionne avec Kubernetes. Donc Mesos, mais hop, on va t'arrêter. Hop. Je vais déployer un cluster Kubernetes maintenant. Alors, exemple, hop. Ah. Évidemment, il y a un problème. Hop. Ah. Pas de chance, ça marchait il y a 5 secondes. Les joies de la démo.
Bon, dommage. Ok, on va essayer autre chose. Ok. Bon, bah, j'ai pas de chance. C'est la première fois que cette démo plante, malheureusement, pas de bol. Tant pis. Ok, bon, enfin, c'est pas dramatique, mais comme vous pouvez l'imaginer, c'est à peu près la même chose, hein. L'idée, c'était de déployer un cluster Kubernetes. Et du coup, cette fois, on va utiliser des ressources de type Ingress. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Kubernetes, c'est des ressources un peu particulières, mais c'est juste des ressources qui permettent de définir comment on fait le reverse proxy vers des services Kubernetes. Donc, en gros, c'est juste un fichier YAML qui dit avec ce sous-domaine-là, je veux que quand j'attaque Kubernetes avec ce sous-domaine-là, je veux qu'il me renvoie vers tel et tel service. Voilà, tout simplement. Donc ça, on appelle ça des ressources de type Ingress. Donc là, l'idée, c'est que j'aurais déployé Traefik au sein de Kubernetes. Il aurait écouté l'API de Kubernetes et l'API Ingress en particulier. Et au moment où j'aurais déployé un Ingress, ben, on aurait pu voir les différentes routes dans Traefik. Et exactement comme avec Mesos, pouvoir faire du load balancing entre des services Kubernetes. Ok. Hop. Ok, très bien. Donc tout fonctionnait très bien, etc. On voit que c'est assez simple pour mettre de mise en place. Mais quand on y réfléchit bien, ok, comment on va faire pour gérer nos certificats SSL parce qu'on voit que tout est automatisé, hein, on peut déployer des nouvelles applications comme on veut, on aura des routes dans le reverse proxy automatiquement. Si jamais on veut avoir un certificat SSL pour une route, par exemple, comment ça se passe? C'est pas si simple. Donc Traefik profite d'un produit, enfin d'un nouveau projet, enfin d'un projet assez récent qui a quelques années, qui s'appelle Let's Encrypt. Donc, qui connaît Let's Encrypt dans la salle? Pas mal de gens, c'est bien. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu la révolution dans le domaine des certificats SSL. Jusqu'à aujourd'hui, si vous vouliez un certificat SSL, vous étiez obligé de l'acheter à une autorité de certificat. Et ça pouvait revenir très cher quand vous exposiez de nombreux domaines. Et donc aujourd'hui, il y a un projet qui est pas mal open source, enfin qui est open sourcé pas mal de ses produits, qui s'appelle Let's Encrypt. C'est une start-up, hein, et il propose de générer des certificats gratuitement. Et ce qui est génial surtout, c'est qu'on peut le faire automatiquement. C'est-à-dire qu'on peut s'adresser à leur serveur qui expose une API et on peut leur demander dynamiquement génère-moi un certificat pour tel domaine. Et évidemment, automatiquement, on doit leur prouver que ce domaine nous appartient bien. Donc on est obligé de résoudre des challenges, on appelle ça technique. Mais en tous les cas, une fois qu'on réussit à résoudre ce challenge technique, on reçoit un nouveau certificat valide. Et c'est ça qui est vachement important, c'est qu'il sera valide dans tous les navigateurs, etc. etc. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche et comment Traefik en tire parti. Alors, je vais mettre là. Ok. Ok, très bien. Alors, je me suis connecté à un serveur, et donc il est connecté à Internet, sur lequel est déployé Traefik. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déployer une application, toujours la même, hein, WAMI, et que cette fois, hop, je vais utiliser une rule, comme tout à l'heure, et comme nom de domaine, je vais choisir devfest.test.traefik.io.
OK. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que tous les noms de domaine, avant j'ai mis une petite règle DNS, wildcard, tous les noms de domaine étoile.test.traffic.io pointent vers ce serveur. OK. Donc, je vais déployer ça. Hop. Trafic va le voir. Ah, pas de bol, évidemment. Ah, décidément, j'ai pas de bol avec les démos. On va essayer avec un... Bon. Je crois que j'ai un méga effet démo aujourd'hui, c'est pas de chance. Ok, bon, ça a marché finalement. Très bien. Du coup, trafic a automatiquement vu que j'ai déployé une application en utilisant ce nom de domaine. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a automatiquement contacté Let's Encrypt, lui a demandé un certificat pour devfest.test.traffic.io, a résolu le challenge technique et a récupéré le certificat de Let's Encrypt. Donc si là, je me connecte, et si je tape correctement surtout, en HTTPS, ce qui est cool, c'est que j'ai un certificat, c'est ouvert là-haut à gauche, et ça veut dire que mon certificat est valide pour le nom de domaine devfest.test.traffic.io que je viens de créer donc dynamiquement. Donc on voit que ça simplifie quand même grandement la tâche et que Trafic peut même générer automatiquement les certificats SSL dont on a besoin. Et ça, c'est quand même assez sympa parce que quand il fallait le faire, quand il fallait gérer une PKI interne pour ces certificats, c'était quand même pas une partie de plaisir, quoi. Et du coup, Trafic, il va gérer le cycle de vie de ce certificat, c'est-à-dire que quand il va arriver à expiration, un mois avant, en gros, il redemande à renewer ce certificat automatiquement, donc on n'a rien à faire, quoi. Donc voilà, un des trucs sympas aussi, c'est qu'il y a une image officielle Docker. Du coup, vous pouvez faire un Docker pool trafic. Et donc, comme je vous ai dit, elle est super légère, vu que c'est juste un binaire Go dedans, donc elle fait 7 mégas. Donc, c'est assez très simple d'utilisation, du coup. On a sorti la version 1.0 en juillet. Pour rigoler, on a décidé de donner des noms de fromage aux versions. Donc la version c'est Roblochon, la première. Donc voilà, aujourd'hui on a déployé la 1, enfin c'est la 1.0.3 qui est, il y a eu trois bug fixes depuis la 1.0. Donc voilà, elle est pas mal, elle est plutôt stable, hein, cette version, il n'y a pas de souci. Et on a pas mal de bonnes métriques quand même sur ce projet. Donc c'est un projet qui a un an, hein, je l'ai open sourcé en septembre 2015, et du coup depuis un an on a plus de 5100 stars sur GitHub. Il a été téléchargé plus de 1 400 000 fois sur Docker Hub. Il y a eu 361 pull requests fermés, on est 74 contributeurs maintenant, et on est passé à 6 mainteneurs sur le projet. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez actif. Et il y a pas mal de pull requests par semaine. Et donc, qu'est-ce qui va venir pour la prochaine version? Par exemple, on va avoir un mode cluster. Donc ça va nous permettre de déployer plusieurs instances de trafic pour scaler horizontalement. Et donc, qui va utiliser une base de données distribuée, comme Consul ou etcd, pour stocker, par exemple, les certificats dont toutes les instances vont avoir besoin. On gère aussi dans la prochaine version le mode Swarm, le nouveau mode Swarm de Docker. Du coup, ça arrive directement. On a un driver Mesos générique. Avant, je vous ai montré là que Trafic fonctionnait avec Marathon. Donc Marathon, c'est un framework spécifique de Mesos pour déployer des conteneurs, enfin des applications. Mais maintenant, dans la prochaine version, on a un driver générique. Donc on va fonctionner, Trafic va fonctionner avec Marathon, mais pas que, avec tous les autres frameworks existants sur Mesos.
Et donc ça, c'est une super pull request de gens qui sont à Nantes ou à Rennes, je ne sais plus, qui l'ont fait il y a quelques temps, et c'était vraiment cool. On va supporter l'authentification basique, ça c'était pas mal demandé, même si à l'avenir, je ne souhaite pas que le système d'authentification soit ultra avancé dans le trafic, parce que pour moi ça n'a pas de sens dans les architectures microservices. Par contre, on va pouvoir déléguer l'authentification à un autre microservice, récupérer le résultat de cette authentification et renvoyer la requête comme il faut. Donc on va déléguer, à l'avenir, on déléguera tout le système d'authentification à un autre service. Et on a les Session Affinity. Alors ça, c'est quelque chose que je voulais absolument pas mettre. Mais pareil, on a fait, quelqu'un a fait une pull request, donc je l'ai accepté. Parce que dans un monde idéal, dans des architectures microservices, il y a vraiment pas mal de problèmes quand on fait des affinités de session. Parce que c'est difficilement scalable, parce qu'on ne peut pas arrêter les serveurs comme on veut, etc. etc. Donc c'est pas super robuste. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu le mettre. Mais bon, au final, comme quelqu'un l'a fait, je l'ai accepté bien sûr, et je me suis dit comme ça permettra quand même d'utiliser Traefik avec des architectures un peu plus legacy où on n'a pas forcément le choix, quoi. Donc voilà, ça vient dans la version 1.1, qui sera la version Camembert. Aujourd'hui, là, j'ai déployé, il y a la version, la RC4 qui va sortir. D'ailleurs, j'aurais pu modifier ça, qui va sortir aujourd'hui, et probablement la finale la semaine prochaine. Donc voilà, toutes ces nouvelles features, entre autres parce que le changelog est extrêmement long, donc ça ne tenait pas sur un slide, en feront partie, quoi. Un truc sympa aussi, c'est que maintenant Traefik, il fait partie, et ça depuis novembre 2015, il fait partie d'un autre projet qui s'appelle Mantle, qui est en fait un projet open source fait par Cisco, et qui est un assez gros projet open source qui permet de déployer des architectures microservices en utilisant des briques open source du style Docker, Terraform, Kubernetes, avant HAProxy et maintenant Traefik. Donc ils sont passés sur Traefik parce que ça leur permettait de gérer beaucoup plus simplement leur rechargement à chaud. Donc ça c'est quand même assez sympa parce que c'est Cisco, quoi. C'est pas c'est quand même une boîte qui s'y connaît en load balancing. Tout ça m'a amené devant le succès de ce projet à quitter mon ancien job chez Zenica et à créer une start-up pour passer à 100% sur ce projet. Donc depuis février 2016, je suis plus chez Zenica et du coup j'ai créé des stickers. Il y en a là pour ceux qui en veulent. Ils ressemblent à ça. Donc j'en ai pas mal. Vous pouvez en demander. Donc voilà, je vais terminer cette session, ce talk, avec une petite phrase de Casey Hightower qui m'a bien fait rire sur Twitter. Donc Casey Hightower, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un évangéliste chez Google et qui évangélise surtout sur Kubernetes et qui est plutôt assez connu, très connu même, ces derniers temps. Du coup, c'était le 6 juin, il a mis une petite phrase sur Twitter qui était assez marrante. Il dit c'est 2016 et j'aimerais vraiment qu'il existe un load balancer qui marche sur tous les providers de cloud, qui expose une API pour gérer les configurations dynamiques. Et 20 minutes plus tard, c'est 2016 et j'ai peut-être trouvé un load balancer qui expose une API et qui supporte les configurations dynamiques, Traefik. Donc voilà, ça m'avait fait rire. Et je vais terminer là-dessus. Merci. Donc vous pouvez... Donc on n'a pas beaucoup de temps, un petit peu de temps pour les questions. Vous pouvez retrouver si vous souhaitez les slides de la conférence. Il y a le lien tout en bas là. Et sinon, il y a les liens vers les Twitter de Traefik, le mien, etc. Il y a une question là. Ouais. Merci pour la présentation. Si on n'est pas sur une stack qui utilise du Meso, ce genre de choses, mais qu'on a un truc un peu en interne, il y a un client qui est développé peut-être pour accéder facilement à l'API de Traefik, ou bien il faut juste qu'on connaisse bien l'API et qu'on le fasse entre guillemets à la main?
Alors ça, on me l'a déjà demandé 2-3 fois. Pour l'instant, il n'y a pas de client. Mais très concrètement, ça serait super simple à faire. S'il y a un réel besoin, on en fera un, quoi. En gros, on utilisera le même binaire. Ça sera même très simple, hein. On ne va pas faire un binaire en plus. On va utiliser le même binaire qui est très léger. Et il pourra nous permettre d'accéder à l'API en envoyant des JSON, par exemple, ou des trucs comme ça. En termes de benchmark, on se situe comment par rapport à du HAP proxy, par exemple? Alors, la dernière fois que j'ai fait un benchmark vraiment sérieux, c'était il y a quand même plusieurs mois, mais la partie reverse proxy n'a pas beaucoup évolué depuis ce benchmark. Donc un benchmark sérieux, ça prend vraiment du temps à faire, hein, parce que c'est avec des tas de VM assez costauds. Enfin bref, il faut faire ça dans les règles de l'art. Et j'étais arrivé à peu près 80% des perfs de Nginx. Donc attendez, j'ai ça sur le site de la doc, donc sur doctraffic.io. Il y a un truc avec des benchmarks normalement. Alors, je ne sais plus où il est, mais il doit être quelque part. Normalement, il y a des benchmarks. Alors, je ne sais pas où ils sont passés, mais bon, bref, il y en a. J'ai l'impression qu'ils ont été effacés ou quoi. Bon. Eh bien, je vais regarder ça. Mais en théorie, ils sont sur le site. Donc, en gros, 80% des perfs d'Nginx qui est pas... Enfin, clairement, on n'arrivera jamais aux perfs d'Nginx, hein, parce que Nginx, c'est en C, c'est ultra bas niveau, c'est ultra tuné, ils font ça depuis 10 ans. Là. Donc, mon but, c'est pas du tout d'arriver à ce même niveau. De toute façon, j'y arriverai jamais. Vu que c'est du Go, garbage collecté, j'y arriverai jamais. Mais de toute façon, pour moi, ça reste les gens qui ont vraiment besoin de performance maximum avec Nginx ou HAProxy, c'est quand même une niche, mine de rien. Et je crois plus à l'avenir à pouvoir scaler horizontalement ton reverse proxy ou ton load balancer plutôt qu'à maximiser à fond les performances sur un serveur. Bonjour, vous avez parlé des authentifications basiques. Ouais. Est-ce que vous pensez à une authentification que par exemple OpenIDC a intégrée ou Justement, c'est ce que je disais. J'ai pas du tout envie que Trafic devienne une usine à gaz pour les authentifications, parce que l'authentification, ça peut devenir horrible. Horrible dans le sens où, il y a 1 million de solutions. Donc, je pense plutôt déléguer la partie authentification, ce qu'on ne peut pas faire pour l'instant. Mais à l'avenir, je pense offrir la possibilité de déléguer à un autre serveur, quoi, qui gérera l'authentification proprement parlé. Parce qu'OpenIDC, au fait, il permet à un SSO au fait, de déléguer l'authentification. Ouais, mais c'est ce qu'on va faire hein, avec faire un proxy d'authentification, quoi. Comme Nginx le permet de le faire, on va le faire aussi avec Trafic. Oui, bonjour. Ouais. Une question sur le support HTTP2. Tu disais qu'il supporte HTTP2. Est-ce qu'il supporte tout HTTP2, notamment la partie push? Parce que je sais que Nginx le supporte uniquement en partie payante, contrairement à Apache. Oui, il supporte tout HTTP2 et parce que Go, c'est natif dans la stack Go depuis la version 1.6 du coup. Nativement, les applications supportent HTTP2, les applications web supportent HTTP2 en Go, si tu es en TLS. Voilà, donc oui. Et c'est un des gros avantages de Go par rapport aux autres langages, c'est que la stack réseau, c'est quand même un langage de Google qui est fait par Google. La stack réseau est extrêmement bien faite et très performante. Donc voilà. Bonjour. Pardon, je te voyais pas. Donc là, nous, pour des raisons infrastructure, nous n'allons pas pouvoir faire des sous-domaines, mais est-ce qu'il est possible de gérer dans la suite de l'URL, oui. Par exemple, avec des passes, par exemple. Avec des passes. Oui, tout à fait, ouais, c'est possible. C'est moins bien. Oui, mais si tu as le choix, je recommande plus d'utiliser des sous-domaines, mais si tu n'as pas le choix, oui, c'est possible de le faire. D'accord, merci. Encore une question ou pas? Alors pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure sur la partie scaling horizontale, il y aura des choses pour le gérer, pour que plusieurs trafics puissent communiquer ensemble, quelque chose comme ça ou... Oui. C'est déjà dedans ou c'est dans les plans? C'est déjà dans la version 1.1, il y a déjà
Ça utilise du coup une base de données distribuée comme Consul ou etcd pour stocker ces états, enfin les états dont le trafic a besoin. Donc c'est le moyen de communication qui est utilisé. Mais à l'avenir, ça va, enfin on va développer Traefik autour de ça à l'avenir. Et enfin, mon objectif, c'est de ne plus avoir besoin de ces bases de données distribuées et que Traefik lui-même implémente Raft, par exemple, entre toutes les instances, quoi. Ok, bon courage. Mais il y a déjà des implémentations qui existent en Go, qui sont toutes faites et qui sont ultra utilisées, donc ça ne sera pas non plus l'horreur. J'aurais une autre question, c'est par rapport à la supervision. Ouais. Parce que ça commence, c'est comme un élément qui se place assez central au niveau de l'infrastructure d'un SI. Donc, au niveau supervision, vous avez prévu quoi? Alors aujourd'hui, ça reste ultra simple et ça va c'est pareil, ça va beaucoup évoluer à l'avenir. Mais Traefik expose une API, donc tu peux aller récupérer l'ensemble des routes de trafic en utilisant cette API. Et tu peux aussi récupérer des métriques avec cette API, donc sur /metrics, et du coup aller les récupérer avec un Prometheus ou avec n'importe quel outil. Régulièrement, tu peux aller taper sur le /metrics pour savoir où ça en est, quoi. Merci. Voilà. Eh bien, plus de questions. Si, encore une dernière. Bonjour, Bonjour. bravo déjà. Tu as parlé très rapidement de la roadmap à court terme. C'est un projet open source qui a très peu de temps pris beaucoup d'ampleur, c'est bien. Est-ce qu'il y a une vision un peu plus long terme avec un modèle un peu freemium ou des choses comme ça? Est-ce qu'il y a déjà des billes là-dessus, des services en plus ou c'est pas encore arrêté, défini? Alors, je peux pas tout dire. C'est pour ça que je mets du temps. Oui, il y a des choses qui sont prévues et j'en parlerai certainement dans pas très longtemps. Voilà. D'accord. C'est un peu de teasing, c'est bien. C'est bien la réponse, bien comme il faut, quoi. Ok. Ben, merci beaucoup. Je crois que c'est la fin.